Bonjour. Ok. Ouais, donc aujourd'hui, je vais vous présenter, pas exactement ma thèse, mais une contribution principale de ma thèse, qui est une PKI pour des systèmes multi-agents d'agents embarqués. Cette thèse a été dirigée par Omer Raktouf, Philippe Elbaz-Vincent et Adèle Mercier. Donc tout s'est passé à Valence, c'est pour ça que je connaissais pas du tout l'IMAG, enfin très peu l'IMAG. Donc pour vous présenter ça, on va commencer par le problème général, et ça apportera aussi un peu le vrai sujet de la thèse, enfin le sujet global de la thèse, puis le problème que moi je me suis posé dans le cadre de ma thèse, puis parler très rapidement de PKI, de ma solution, et ensuite je vais conclure. Donc le problème général. Déjà, pour les systèmes multi-agents, pour introduire les systèmes multi-agents, ce que j'aime bien faire, c'est, par exemple, on peut imaginer par exemple un réseau de drones. Donc un réseau de drones qui surveillerait des feux de forêt, où on va dire ce qu'on ferait en ce moment, ça serait avoir des pompiers qui déploient des drones, et ces drones ils vont aller surveiller des feux de forêt, donc monitorer la forêt, chercher des départs de feu, suivre les départs de feu, etc. et contacter les pompiers quand il y a besoin, voire même les pompiers auraient des caméras en live. Et en fait, si on a un système pareil, on a besoin des pompiers H24, il faut que les pompiers y viennent et qu'ils les commandent. Donc ce qu'on voudrait faire plutôt que ça, c'est avoir ces drones qui sont complètement autonomes. Donc cette fois, ils sont déployés peut-être au début de l'été, et ensuite ils vivent leur vie tout l'été. Donc bon, on les change au fur et à mesure qui tombent en panne ou qui n'ont plus de batterie, mais sinon ils sont complètement autonomes. Donc ils s'organisent tout seuls, ils suivent les feux de forêt, ils alertent les pompiers quand il y a besoin. Et là, on a du coup un système donc, qui est complètement déconnecté du monde, qui est complètement autonome et qui est contrôlé par personne. Et en fait, ce système-là, c'est un système multi-agent d'agents embarqués, puisqu'on a un système qui est décentralisé, donc il n'y a pas un contrôle de pompiers ou de serveurs. On a des systèmes embarqués qui sont la granularité du système, donc c'est ces petits robots qui prennent leurs décisions pour eux, qui communiquent avec d'autres robots. Puisque ces robots ils ont une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les changer, donc il y a des nouveaux robots, des nouveaux drones, des nouveaux agents qui vont arriver au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'ils arrivent aussi bien, ils vont aussi être changés. On peut avoir des drones qui sont spécialisés pour les communications, pour les caméras. Donc on a aussi ces systèmes, ils sont aussi hétérogènes. Donc moi je me suis intéressé à ça dans ma thèse, et notamment ce qu'on m'a demandé, ce à quoi je me suis intéressé, c'était la sécurité de ces systèmes, et notamment leur vulnérabilité, puisque ce sont des systèmes embarqués, c'est-à-dire qu'on peut attaquer leur matériel, donc on peut avoir quelqu'un au sol qui essaie de les faire tomber, ou de littéralement les exploser, de les récupérer pour pouvoir les ouvrir, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, aller chercher les clés, etc. On pourrait avoir aussi des personnes au sol qui essaient d'intercepter les communications, de les brouiller, de les écouter, de les rejouer, etc. Mais ça pourrait être aussi des drones qui interceptent ces communications, puisque rien n'empêche un attaquant de déployer un drone, finalement. Et en fait, ce drone, rien ne l'empêche lui-même de prendre part au système pour l'instant, puisque moi je l'ai comme je l'ai dit, mais il y a des nouveaux drones qui arrivent. Donc en fait, ces nouveaux drones, aussi bien ils sont malveillants, a priori on ne sait pas. Donc ces nouveaux drones, ils peuvent attaquer les logiciels des autres drones, et peuvent même aussi faire semblant de prendre part au système multi-agent, ça veut dire faire semblant de coopérer, mais peut-être de façon malveillante, en jouant pas le jeu, en profitant des autres, et du coup d'attaquer la partie vraiment multi-agent de mon système. Et donc en fait, une fois qu'on se rend compte de ça, on prend un peu peur, puisque finalement ces systèmes ils cumulent à peu près toutes les vulnérabilités qui peuvent exister dans un système d'information. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est il faudrait une architecture de sécurité. Donc en fait, ça serait une solution globale qui répond à tous ces problèmes. Et ça, c'est mon sujet de thèse. Du coup, c'était un peu ambitieux, mais on s'est dit, voilà. Bon, alors, pour la partie sécurité, ici, ce que je veux dire, c'est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, je veux vraiment m'intéresser à tout et en fait empêcher des informations de fuiter, les informations d'être modifiées. Et particulièrement dans ces multi-agents, la disponibilité est très vulnérable, puisque justement on a toutes ces attaques sur les coopérations. Et ça, on y reviendra après justement sur sur les résultats de l'étude de littérature. Et donc finalement, la première chose qu'on s'est demandé dans cette thèse, c'est comment on construit ça. Et donc ce que j'ai fait, comme tout bon jeune thésard, c'est je suis allé voir la littérature. Et j'ai commencé donc par une revue de littérature méthodologique, pour le coup. Donc je ne pourrais pas vous la présenter, mais ça a été publié en open access. Je vous invite à aller la voir si vous voulez voir. C'est des méthodologies qui sont un peu nouvelles qui sont maintenant moins nouvelles, mais à l'époque étaient un peu plus nouvelles dans tout ce qu'ingénierie logicielle.
Et donc c'est une méthodologie où, c'est ni plus ni moins qu'une revue de littérature, mais très méthodologique, très carrée, pour avoir des résultats un peu plus, on va dire, quantitatifs et exhaustifs. Et donc, avec une telle méthodologie, je me suis posé 3 questions. Quelles sont les propriétés de sécurité qui sont étudiées dans la littérature? Donc, qu'est-ce qui intéresse le plus les chercheurs dans les systèmes multi-agents et qui s'intéressent à la sécurité? Quelles solutions techniques ont été utilisées? Et toujours avec cet objectif de construire une architecture de sécurité, comment ça pouvait comment ces solutions techniques pouvaient être pouvaient être mises ensemble pour construire cette architecture. Donc, les résultats de ça, c'est il y a 2 grandes deux grandes solutions techniques qui sont utilisées. C'est les systèmes de gestion de confiance. Donc, les systèmes de gestion de confiance, c'est une façon de modéliser la confiance qu'on a entre êtres humains, mais dans les systèmes multi-agents. En fait, ça permet aux agents de choisir avec qui ils vont coopérer ou pas. Et donc, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de système de détection d'intrusion, mais complètement décentralisé, où chaque agent se fait une idée de qui est l'intrus autour de lui et qui il faudrait éviter et avec qui il faudrait travailler. Et en plus de ça, il y a beaucoup de travaux qui utilisent la cryptographie, non sans surprise, pour sécuriser plutôt du coup les communications et les informations. Et donc finalement, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que il y a beaucoup de ces travaux que ce soit explicite ou pas, qui se basent sur l'utilisation de la cryptographie, parce que pour des systèmes de gestion de confiance, souvent il y a des interactions entre les agents qui s'échangent des valeurs de confiance entre eux. Et du coup, pour échanger, il faut sécuriser les communications dans l'absolu. Et donc, à partir de cette remarque, moi, je me suis intéressé aussi à, en fait, est-ce que c'est possible, dans mon cas en particulier, puisque c'est des travaux qui sont, on va dire, adjacents, mais il n'y avait pas forcément de travaux qui étaient spécifiques à mon problème de système décentralisé et embarqué. Et je me suis rendu compte que les hypothèses qui étaient prises pour déployer la cryptographie dans ces systèmes que je lisais, en fait, n'étaient pas forcément possibles dans mon cas, parce qu'il y avait souvent une opération d'un opérateur qui mettait à jour les systèmes au fur et à mesure que de nouveaux agents arrivaient, où mes agents, en fait, les agents partaient avec une connaissance préalable des autres. Et moi, ça enfreignait pas mal mes hypothèses de décentralisation, voire de système ouvert. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui existaient, mais en fait, il y avait pour l'instant pas de moyen de déployer de la cryptographie. Et donc, c'est vers ça que je me suis tourné vraiment dans ma thèse, c'est comment déployer de la cryptographie dans ces systèmes complètement décentralisés, autonomes, ouverts, et des réseaux de systèmes tels que, ouverts, autonomes et surtout embarqués. Et donc, une fois que je me suis posé cette question, j'ai spécialisé mon modèle d'attaque et je me suis intéressé à, en fait, des agents. Du coup, ça serait des agents malveillants, des attaques qui viennent de l'intérieur du système. Et donc, ces agents malveillants, eux, ils vont attaquer les communications. Et puisque, dans mon cas, ce sont des communications sans fil, je vais faire aucune hypothèse, j'ai pas à limiter leur potentiel. C'est-à-dire que, pour l'instant, c'est du sans fil non protégé. Donc, rien ne les empêche d'espionner, d'écouter, de rejouer, de brouiller de façon sélective, de modifier, etc. Donc, j'ai pris aucune hypothèse sur les limites, sur les attaques sur les communications, et je me suis donné l'objectif d'une part, protéger l'intégrité et l'authenticité de ces communications. Donc, je ne veux pas que les communications puissent être modifiées, et je veux aussi qu'un agent puisse savoir d'où vient la communication, qu'on ne puisse pas faire du vol d'identité. Et aussi, je me suis donné l'objectif de rendre accountable, de rendre responsable les agents malveillants, tous les agents pour leurs faits. C'est-à-dire que je ne peux pas empêcher un agent, donc là mes agents malveillants, je ne peux pas les empêcher d'être malveillants, donc ils ne sont pas bleus. Par contre, je peux m'assurer qu'au bout d'un moment, ça sera détecté en fait, que j'aurai un historique de leur comportement et que je pourrai détecter, ok, en fait cet agent est malveillant, il faudrait que j'en fasse quelque chose. De toute façon, les communications, je ne peux pas vraiment les protéger, je peux détecter si elles sont attaquées, mais je ne peux pas les empêcher d'être attaquées. Mais par contre, je peux m'assurer que si c'est fait, je vais en fait ignorer les communications qui sont attaquées. Et donc finalement, tout ça, ça peut être fait avec du chiffrement à clé publique, et notamment de la signature. Et donc la question qui a suivi, c'est comment je déploie du chiffrement à clé publique, et donc des paires de clés pour réaliser de la signature dans de tels systèmes. Et donc pour ça, on a choisi d'utiliser une infrastructure à clé publique.
Donc, dans mon cas, l'essence de l'infrastructure avec la publique qui m'intéresse, c'est tout simplement d'avoir, par exemple, si on a Alice qui veut parler avec Bob, Alice va s'enregistrer auprès de Vanna, qui va du coup réaliser une authentification, qui va faire une requête d'un certificat pour Alice. Donc, certificat, c'est une sorte de pièce d'identité pour Alice. Donc, parce que Alice a généré sa clé, maintenant, je veux une pièce d'identité qui dit, OK, c'est bien la clé de Alice, et ça deviendra du coup l'identité de Alice. Et donc, l'autorité va la délivrer à Alice, et Alice, en fait, va envoyer son message avec le certificat, ou Bob pourra demander même à Walter le certificat, s'il veut être sûr. Et du coup, à ce moment-là, Bob pourra vérifier qu'en effet, la personne qui a délivré le certificat fait bien confiance au certificat, que le certificat est bien valide. Et donc, il pourra faire confiance maintenant à Alice. Et donc là, on résout les problèmes d'authenticité et d'intégrité. Et en plus de ça, cette autorité qui a délivré le certificat, elle peut aussi décider de révoquer les certificats. Donc de la même façon, elle ne peut pas aller voir Alice et lui prendre son certificat. C'est quelque chose de complètement immatériel. Et donc ce que va faire l'autorité pour révoquer le certificat, c'est qu'elle va avoir une liste de certificats à révoquer et elle va ajouter ce certificat-là. Et donc maintenant, après, ce qui reste à faire, c'est que cette liste, tout le monde soit au courant de cette liste, que tous les autres personnes apprennent que ce certificat a été rajouté à la liste, et donc en fait, il le rajoute et il envoie la liste. Et comme ça, il révoque le certificat d'Alice. À partir de ce moment-là, le certificat qu'il a délivré, qu'il soit encore valide ou pas, a été révoqué, et donc il y aura plus de raison d'y faire confiance. Et donc finalement, ça existe, bien sûr. Ça existe, c'est ce qu'on utilise tous les jours dans HTTPS. Par contre, ce qu'on utilise dans HTTPS, moi je ne peux pas l'utiliser parce que ça n'a pas été construit pour des systèmes embarqués et des systèmes autonomes. Ça a été construit pour nous, pour Internet. Ce qu'il y a dans la littérature aussi, c'est comme les premiers travaux, c'est-à-dire qu'il y a des choses autour de la décentralisation des systèmes embarqués, mais c'est toujours adjacent à mon problème et c'est jamais strictement mon problème. Et j'ai toujours des hypothèses que je ne peux pas satisfaire dans ces travaux, donc je n'ai pas pu utiliser, on va dire, les PKI un peu plus spécialisés pour ma problématique. Je me suis intéressé à des PKI alternatives, ce qui est par exemple le chiffron par attribut par identité, qui avait beaucoup de potentiel, mais que j'ai pas pu non plus utiliser pour des raisons un peu similaires. C'est des hypothèses différentes, mais toujours des hypothèses qui m'empêchent d'utiliser. Et enfin, dans la littérature toujours autour des PKI, il y a, en fait, comme à tout problème informatique, il y a des solutions basées sur des blockchains. Et pour le coup, la partie vraiment autonomie était atteinte dans le système de blockchain. Mais de ce que j'ai pu voir, il n'y avait rien qui était suffisamment léger pour tourner sur des systèmes embarqués. Et donc, j'ai pas non plus pu utiliser des systèmes basés sur les blockchains qui existaient. Et donc, finalement, j'ai proposé ma propre PKI adaptée purement à mon problème. Une PKI, du coup, pour des systèmes multi-agents et avec des agents embarqués. Donc, cette PKI fonctionne sur 3 grosses hypothèses, qui est d'une part, on fait confiance à la cryptographie. C'est pas une thèse en cryptographie, donc je laisse le suivant nous expliquer pourquoi ça tient debout. Je m'intéresse pas aux communications entre systèmes multi-agents, ça aussi c'est un autre domaine de recherche, mais je pars du principe que mes agents peuvent communiquer, c'est déjà la base. Et ensuite, mes agents ont déjà un système de gestion de confiance qui est exécuté, ils ont déjà un système de gestion de confiance. Ce que j'ai vu dans l'exploration, c'est que c'était quelque chose d'extrêmement commun. Donc je pars du principe qu'ils ont déjà ça, et moi je vais pouvoir l'utiliser et aider à le sécuriser. Et ensuite, en fait, finalement, cette PKI, elle fonctionne sur 2 règles. 2 règles et demie, c'est d'une part, je veux que tous les messages soient signés. C'est-à-dire qu'un message qui n'est pas signé, j'ai aucune raison de lui faire confiance, puisque aussi bien il a été modifié, aussi bien il n'y a pas de certificat en face. Et donc, j'ignore tout message qui n'a pas été signé. Mes agents ont une clé pour identité, et du coup, on va utiliser cette clé et on pourra du coup retracer leur comportement. Et je ne fais confiance qu'à des certificats valides, donc qui n'ont pas été révoqués et qui n'ont pas expiré. Donc à partir de ça, je peux m'assurer, en fait, si tous les agents jouent le jeu de faire ça, en fait, j'ai mes communications qui peuvent être sécurisées et les agents qui peuvent être tenus pour responsables de ce qu'ils font. Donc comment ça se traduit? Alors déjà, c'est du multi-agent. Ça veut dire que tout le contrôle est dans les agents, donc toute cette logique est codée dans les agents eux-mêmes. Donc dans mon architecture, on va dire un peu générale d'agents, j'ai mon application, donc qui est en fait, par exemple, surveiller les feux de forêt, et du coup, j'y rajoute l'application, un peu l'organisation de la PKI. On reviendra après. J'ai ce système de gestion de confiance, donc moi que je vais utiliser pour prendre des décisions, et avec qui je vais aussi fournir plus d'informations sur le fonctionnement de la PKI. Et il y a la partie vraiment purement cryptographique qui s'assure de la signature et de la correction des signatures. Et donc
la partie cryptographique. Donc ce que j'ai dit, voilà, c'est on ne prend en compte que des messages qui sont corrects cryptographiquement. Et donc moi, je me suis pas beaucoup, enfin, j'ai suivi pour l'instant, enfin, dans mon prototype, je me suis abstrait en fait de quelle était exactement la signature. Ce que j'ai fait, c'est que pour moi, personnellement, j'ai suivi les recommandations d'une liste avec du chiffrement courbe elliptique et bon, des détails que vous pouvez voir. Mais dans l'absolu, ça fonctionne du moment que c'est une signature. Après, la signature, on peut l'adapter à la capacité du système et au niveau de sécurité qu'on veut atteindre. Mais on a besoin d'une signature cryptographique. Ensuite, pour la partie PKI, donc ce que j'ai voulu, c'est retrouver un peu mon Walter, mon Alice et Bob. Donc j'ai ignoré la partie authentification, puisqu'en fait, les agents, comme ils se connaissent, comme c'est ouvert qu'il y a de nouveaux agents, ils ne se connaissent pas avant. Donc on ne peut pas vraiment les authentifier. Et en fait, je ne m'intéresse pas non plus à qui ils sont, je m'intéresse à ce qu'ils font finalement. Donc n'importe d'où que l'agent vienne, du moment qu'il se comporte correctement, moi ça me suffit. Et donc ce qu'il me faut maintenant, donc, c'est avoir un système avec tous mes Alice et mes Bob et mes autorités, mes Walter. Et donc dans l'absolu, on aurait dans mon système donc ce Walter qui va distribuer les certificats qui vont être propagés, il distribue les certificats et il va propager les listes de révocation. Et il va aussi jouer du coup la révocation, il va jouer le rôle de Walter complètement, il va faire la révocation. Et par rapport à ce que je vous ai présenté sur la PKI, j'ai rajouté un détail sur la révocation, c'est qu'en fait mes certificats sont très courts. Parce que comme là, les listes de certificats sont en fait propagées, ça pourrait être du flooding, ça pourrait être plein de façons différentes, mais ça reste du réseau ad hoc. Et donc il peut prendre du temps entre l'envoi et la réception aux agents à l'autre bout du système. Et donc en fait, si jamais la liste prend trop de temps, si elle est perdue, etc., ce que j'ai rajouté, c'est que les certificats sont à durée assez courte. Ça veut dire que si l'agent au bout, finalement, il n'apprend pas que l'agent à gauche, là, il a été révoqué, et qu'à un moment, il le croise, en fait, cet agent révoqué, il n'aura pas pu renouveler son certificat, puisqu'il serait ignoré, puisqu'il n'a plus de certificat valide, il a été révoqué. Et donc son certificat va avoir expiré, et donc finalement, cet agent au bout, même s'il n'a pas appris qu'il avait été révoqué, il va voir qu'il a un certificat expiré, il n'aura aucune raison de lui faire confiance. Donc ça permet aussi de pallier un peu le problème des listes de révocation qui se perdent. Donc maintenant, voilà. Donc finalement, dans ma partie, on va dire PKI de mon application multi-agent, j'ai les autorités qui délivrent le certificat, qui les révoquent, et les autres. Donc j'ai deux rôles dans mon système. Maintenant, ce système, il est censé être autonome. Donc c'est pas moi qui dis tel agent sera autorité, tel agent sera pas autorité. Je laisse choisir. Donc dans les systèmes multi-agents, il y a plein de travaux qui s'intéressent justement à la création d'organisations de façon autonome et à son adaptation. Donc moi, je suis parti sur la version centrée vraiment centrée agent. Ça veut dire que c'est les agents qui vont décider pour eux-mêmes quel rôle ils doivent jouer. Donc là, moi, je leur laisse choisir quel rôle ils doivent jouer. Et je leur donne simplement une liste de recommandations, ou de règles. Ces règles, c'est je veux qu'il y ait au moins une autorité dans mon système. Et puisque c'est du multi-agent, on va s'intéresser à un système. Le système, c'est pas l'entièreté du système. Ça veut dire, on va dire, c'est un voisinage plus ou moins proche. Moi, je pars sur un voisinage qui est une portée de communication. Ce qui veut dire qu'en fait, pour savoir s'il y a au moins une autorité, chaque agent va écouter ce qui se passe autour de lui et définir s'il y a une autorité qui s'est créée autour de lui. Si on n'a pas, il va devenir autorité. Et si on a une, il y a une autre règle qui est que j'aimerais un peu de redondance. Parce que j'ai pas envie d'avoir un single point of failure sur juste une autorité qui serait au centre de tout le système. Et donc, je veux pouvoir créer de la redondance. Donc ça, c'est pas une règle en dur non plus. Ça va dépendre de beaucoup de détails de l'implémentation réelle du système multi-agent. Mais il y a cette notion de redondance qui peut être faite. Donc ça peut être tiré pile ou face. Ça peut être je veux toujours qu'il y en ait deux ou autre. Et puis après, ça peut s'adapter aux capacités des agents. Ça, c'est infini, en fait, la façon de choisir. Maintenant, ça fonctionne si tout le monde joue le jeu. Sauf que ce que j'ai dit, c'est que tout le monde ne joue pas forcément le jeu. Et donc, pour m'assurer que ça fonctionne même si tout le monde ne joue pas le jeu, c'est là où j'ai utilisé le système de gestion de confiance. Donc, le système de gestion de confiance, il a été alimenté. Donc, quand les agents, par exemple, surveillent les feux de forêt, il y en a qui vont plus ou moins bien le faire. Et donc, je vais avoir plus ou moins confiance en ces agents. Et donc, j'ai utilisé notamment ces informations pour savoir en qui je peux avoir confiance, parce qu'un agent qui surveille correctement les feux de forêt, je peux espérer qu'il fasse correctement son rôle dans la PKI. À l'inverse, s'il fait très mal son travail de surveiller les feux de forêt, je ne vois pas pourquoi je ferais confiance pour quelque chose d'encore plus critique.
Et donc pour ça, j'utilise le système de gestion de confiance pour la partie décision. Et avec ça, je décide, par exemple, pour les autorités, il va délivrer des certificats qu'à des agents en qui il a moyennement confiance. Donc des agents qui ont fait un peu leurs preuves. Ou des agents complètement nouveaux qui n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves et qui ont intérêt à faire leurs preuves vite, sinon ils ne pourront pas renouveler leur certificat. De la même façon, il va pouvoir révoquer des agents. Ça peut être une révocation sur requête, donc ça va être des agents qui vont demander à l'autorité de révoquer d'autres agents, mais il ne va écouter des requêtes que d'agents en qui il a au moins moyennement confiance. Et ensuite, ces autorités, elles peuvent elles aussi se délivrer des certificats entre elles pour essayer de créer un réseau en fait, d'autorités qui ont confiance toutes entre elles. Et ça ne serait fait qu'entre des autorités qui ont très confiance. Comme ça, je sais que si une autorité a été certifiée par une autre autorité, c'est qu'il y a un fort lien de confiance entre eux. Et donc, je peux espérer que si je fais confiance à l'une, je peux faire confiance à l'autre. Il y aurait une transitivité de la confiance. Mais ça, pareil, ça peut se modéliser ou pas. Moi, dans mon cas, je l'utilise, mais c'est un choix. Et enfin, à l'inverse, mes agents qui ne sont pas autorités, ils vont essayer de choisir les autorités en qui ils ont le plus confiance et ignorer les autorités en qui ils n'auraient pas du tout confiance. Donc ça, c'est pour la partie choix. Mais comme je vous l'ai dit, ce système de gestion de confiance, il est alimenté par le fonctionnement des agents qui surveillent les feux de forêt. Et ce n'est pas forcément très satisfaisant, parce qu'on pourrait essayer de tricher sur les feux de forêt et jouer le jeu sur les feux de forêt et tricher sur la PKI. Et donc finalement, moi je rajoute aussi, dans le système de gestion de confiance, de nouvelles informations qui viennent du fonctionnement de la PKI, qui sont en fait tout simplement, si l'agent joue le jeu de son rôle dans la PKI, je vais avoir aussi plus confiance en lui. Et donc, si les autorités délivrent le certificat, si ils valident les requêtes de révocation quand il y a suffisamment d'agents, ou aussi s'ils se certifient entre eux. Si des autorités qui sont certifiées entre eux ont un bonus de confiance, ça les force à essayer de jouer le jeu, de créer ce réseau de confiance que les agents pourraient utiliser ensuite. Et finalement, ce que ça donne, c'est, si on reprend avec mon système avec mes agents qui attaquent, j'ai mes communications qui sont sécurisées par signature. J'ai ma PKI qui est déployée avec les certificats qui vont permettre de faire la révocation. Et toujours cette utilisation de la signature qui permet de tenir pour responsable mes agents de leur comportement. Et donc toujours, je ne peux pas les empêcher de mal se comporter. Par contre, je peux essayer de détecter ces comportements à long terme, ou même voire à court terme si on est très efficace, et ensuite révoquer les certificats. Voilà. Et donc, ça, c'est maquis. Donc, en conclusion, ces systèmes multi-agents d'agents embarqués sont immensément vulnérables. Donc, on s'est intéressé on veut toujours déployer une architecture de sécurité qui prend en compte toutes ces vulnérabilités pour s'assurer que ces systèmes en fait, soient complètement sécurisés. Mais jusque-là, je n'avais pas trouvé de solution pour déployer la cryptographie vraiment dans de tels systèmes. Mais maintenant, si, grâce à ma PKI, qui, alors je ne vous l'ai pas présenté, mais a été extensivement testé. Ça, il faudra lire les autres papiers, mais je n'ai pas le temps ici. Et donc, qui fonctionne. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Ce qui m'a un peu tiqué à la fin de ces travaux, c'est justement cet envoi de liste de révocation. C'est-à-dire que c'est fait vraiment comme du réseau ad hoc, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus sécurisé que ça. Outre la partie interception, j'aimerais bien m'assurer que ces informations en fait, arrivent à tout le monde. Et donc c'est du partage d'informations décentralisé. Et malgré moi, ça me mène à faire de la blockchain. Parce que j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de système de partage d'informations complètement décentralisé qui ressemble pas à de la blockchain de près ou de loin. En tout cas, c'est l'état de l'art de ce que je peux voir. Ensuite, on s'est aussi intéressé après coup, alors donc on a soumis un projet autour de ça, ça serait que les agents puissent eux-mêmes décider de leur niveau de sécurité en fonction de leur capacité, en fonction du besoin sur le moment. Donc d'avoir de l'adaptation, non pas au niveau, en plus de l'organisation, aussi en plus des niveaux de sécurité. Moi, ce que je voudrais aussi, c'est améliorer la partie auto-organisation, puisque ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait, c'est complètement centré agent, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Ça pourrait être des élections, ça pourrait être du marchandage, ça veut dire que moi je deviens CA, si toi tu deviens CA ensuite, ou il y a vraiment
Et c'est vraiment infini la quantité de... Enfin, on peut vraiment se baser sur les sciences sociales et prendre tout ce qu'on a sur le fonctionnement, nous, d'êtres humains, pour s'organiser. Et après, d'un point de vue plus technique, sur ce que j'ai vu au fur et à mesure des travaux et que j'ai pas pu utiliser, mais que j'aimerais bien explorer, c'est partir pas vers une PKI, on va dire, autorité et autres, c'est vraiment faire du PGP, donc du Web of Trust, ce qui limiterait sur l'évocation, mais du coup, il faudrait que je m'appuie plus sur le système de gestion de confiance, mais ça pourrait être super intéressant d'avoir quelque chose qui serait encore plus dynamique et encore plus adaptable. Je trouvais très intéressant le chiffrement à seul, le calcul multipartite, parce qu'en fait, il y a des choses qui se regroupent naturellement avec les systèmes multi-agents, parce que dans les systèmes multi-agents, on pourrait créer des groupes et du coup partager des clés entre des groupes, etc. Et ça pourrait être, enfin, ça m'amuserait beaucoup de jouer un peu à ça. Et enfin, comme je l'ai dit, le chiffrement par attribut aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je prenais des hypothèses qui les rendaient un peu inutiles, mais j'aimerais bien pouvoir essayer d'adapter mes hypothèses et m'intéresser aussi à ça, puisqu'on se retrouve avec une PKI qui est un peu différente et où il n'y a pas forcément besoin de partager son identité. L'identité, elle peut être reconstruite à partir d'autres informations. Et pareil, on peut retrouver un peu cette hiérarchie de groupe dans le chiffrement par attribut qui s'adapterait pas mal à mes systèmes multi-agents. Voilà. Merci pour votre attention.